minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Alors que s'ouvre en ce moment même la saison touristique hivernale dans nos stations de montagne, l'étude par le Sénat en séance publique du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est un symbole fort. Cet acte 2 de la loi Montagne était en effet attendu par les acteurs locaux depuis maintenant plusieurs années. L'année 1985 fut fondatrice dans l'histoire de nos territoires, mais il était nécessaire qu'une mise à jour de cet acte 1 de la loi Montagne soit mise en oeuvre afin de prendre en compte les nouvelles dimensions des politiques publiques ainsi que les nouveaux défis auxquels sont confrontés nos territoires. Ces défis sont très divers et le projet de loi les touche quasiment tous, ce qui signifie le large travail de concertation effectué. En effet, nous ne pouvons que saluer le travail de fond qui a été réalisé autour de ce projet de loi. Une concertation large regroupant les élus nationaux, les élus locaux, les acteurs économiques, les citoyens, ainsi que nos instances représentatives, l'ANEM particulièrement, a été effectuée et cela doit être souligné. Après avoir été adopté à l'unanimité, moins une voix par nos collègues de l'Assemblée nationale, le travail effectué par le Sénat a lui aussi fait l'objet d'une réflexion sur le fond, permettant à l'ensemble des sensibilités politiques de s'exprimer, mais surtout d'aborder l'ensemble des enjeux aussi divers qu'ils puissent être et qui touchent l'ensemble des massifs montagneux en France. Aujourd'hui, une nouvelle ère est en train de s'ouvrir sous nos yeux pour construire la montagne de demain. Cette montagne est la montagne numérique, la montagne durable, la montagne démocratique, la montagne riche de son développement économique, mais surtout la montagne riche de ses habitants qui sont ses principaux acteurs. Nous ne devons pas rater cette transition et c'est donc un devoir pour nous que de réussir cet acte 2 de la loi Montagne. Certains des éléments d'ores et déjà présents dans ce projet de loi sont notoires et répondent aux attentes locales. Leur portée donnera, je l'espère, dans les plus brefs délais, les effets escomptés sur les territoires de montagne. Je tiens ici à souligner certains de ces mécanismes qui me semblent particulièrement importants. Tout d'abord, la reconnaissance par l'Assemblée nationale de la nécessaire adaptation de la dotation globale de fonctionnement en tenant compte des surcoûts spécifiques présents en zone de montagne est une avancée certaine pour les collectivités, leur situation étant aujourd'hui parfois très difficile en termes financiers. Il faut en effet que l'État assure la prise en compte de ces coûts différenciés qui mettent aujourd'hui en grande difficulté certaines des petites communes présentes dans nos montagnes. Dans un second temps, les différents dispositifs modernisant la gouvernance des zones de montagne et leur inscription au sein de ce texte législatif permettront de leur donner une légitimité plus forte et les acteurs y siégeant verront leur poids renforcé. Cela devrait leur permettre de faire avancer au mieux les sujets relevant de leurs compétences et permettre les adaptations nécessaires aux politiques publiques afin que celles-ci soient adaptées dans les zones montagnardes. En effet, nombre de services publics doivent être adaptés dans ces zones au profil si spécifique. Ce n'est pas parce qu'une zone de montagne est difficile d'accès et peu peuplée que cela doit être synonyme de disparition des services publics et d'absence de l'administration de l'État. Je tiens aussi à souligner l'importance des mesures soutenant l'emploi et le dynamisme économique. En effet, la transition numérique est un des enjeux centraux et actuels dans les zones de montagne afin de permettre aux populations d'avoir accès aux réseaux les plus modernes, mais aussi pour attirer les entreprises et artisans à venir s'installer dans nos régions. Je souhaite enfin souligner l'importance des mesures concernant la santé et les soins en montagne que contient ce texte. Cependant, comme j'ai eu déjà l'occasion de le souligner par le passé, certaines adaptations demeurent à effectuer, relevant notamment du cadre réglementaire. C'est ainsi le cas des indemnités kilométriques que touchent les professions libérales et qui, pour certaines, en sont aujourd'hui amputées. En effet, certaines CPAM interprètent les textes en vigueur de la manière suivante. Si un cabinet médical est situé en zone de plaine, mais que les professionnels se déplacent en zone de montagne où les trajets sont plus longs et plus coûteux,
le barème de remboursement reste celui des zones de plaine, ce qui conduira à terme, on le craint, à désertifier médicalement nos territoires. Si le texte que nous étudions à partir d'aujourd'hui satisfait une grande partie des acteurs économiques, politiques et des citoyens locaux, il apparaît cependant que certains aspects concernant nos massifs de montagne ne soient pas pris en compte ou pas assez suffisamment. C'est pour cette raison que j'ai déposé, avec certains de mes collègues que je salue, plusieurs amendements. Nous aurons l'occasion, durant les débats, de revenir sur l'ensemble de ceux-ci afin d'évoquer plus précisément leurs tenants et aboutissants, mais je souhaite revenir dès à présent sur 3 objectifs de ces amendements. J'ai tout d'abord déposé un amendement souhaité par de nombreux élus locaux qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La loi NOTRe a porté le seuil minimum de ces derniers à 15 000 habitants. Bien que la loi NOTRe reconnaisse dans le même temps la possibilité d'adaptation en territoire de montagne, certains projets ont été remis en cause par les représentants de l'État du fait du non-respect de la clause des 15 000 habitants. C'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui nécessaire d'inscrire clairement dans la loi ce principe dérogatoire. Nous avons aussi déposé plusieurs amendements concernant les acteurs de la filière bois-forêt. Ces acteurs sont des acteurs centraux et très présents sur les territoires de montagne. Ils participent grandement à l'activité économique ainsi qu'à la gestion de cet environnement si fragile. Or, dans le projet de loi initial, aucune disposition ne les concernait directement, ce qui est regrettable. C'est pour cette raison qu'avec plusieurs de mes collègues, nous souhaiterions voir des représentants de ces filières présents au sein des différents organes de gouvernance en zone de montagne qui sont présents dans ce projet de loi. De même, il serait important que les documents d'urbanisme locaux prennent en compte les accès à la ressource forestière de manière contraignante afin de permettre à ces acteurs économiques de disposer d'emplacements de stockage et de conditionnement entre les massifs de montagne et les agglomérations ou métropoles proches. Je souhaite enfin revenir lors de cette discussion générale sur un point majeur qui est toutefois très peu ou pas assez abordé au sein de ce projet de loi, la question des grands prédateurs, notamment des loups, et de la protection des activités pastorales dans les territoires de montagne. Cette problématique, qui est très présente sur nos territoires, traumatise des dizaines d'éleveurs et déclenche la colère des élus locaux. Des dizaines d'attaques de loups ont eu lieu dans les massifs cet été, certains causant même des dommages humains. Les attaques que connaissent aujourd'hui les troupeaux sont impressionnantes. On dénombrait près de 9 000 victimes en 2015, réparties sur 24 départements, soit une augmentation de 114 % par rapport à 2010. De plus de 40 % des attaques se déroulent dorénavant en pleine journée. Nous attendons encore les statistiques pour 2016, mais il apparaît clairement que les chiffres seront aussi importants. Dans le même temps, le nombre de loups en liberté augmente de 20 % chaque année. Or, plus la fréquence de ces attaques est importante, moins le pastoralisme est localement durable. Cette augmentation d'attaques conjuguée à un sentiment d'abandon des pouvoirs publics donne envie à beaucoup d'éleveurs soit de raccrocher, soit d'organiser leur propre défense. Les éleveurs ne veulent pas faire la chasse aux loups, mais mieux protéger leur outil de travail. Les mesures de protection des troupeaux ont atteint leurs limites et l'indemnisation ne doit pas être la seule réponse face aux loups. Il est nécessaire et urgent de revoir l'ensemble du dispositif alors que la présence de cet animal semble de moins en moins compatible avec une activité économique viable, et c'est tout l'objet des amendements que nous discuterons lors de l'examen de l'article 16. Car la proposition que vous qualifiez, monsieur le ministre, d'équilibrée n'est pas, à mes yeux, à la hauteur des attentes des agriculteurs, éleveurs et élus locaux des territoires fortement impactés par les attaques de loups. Cette inquiétude a été tout à l'heure partagée par le président Jean-Yves Roux, président du groupe d'études de la montagne. En effet, les éleveurs veulent travailler et vivre de leur métier en toute sécurité, et il est temps de leur redonner de l'espoir. Enfin, les élus locaux souhaitent aussi bénéficier de mesures les protégeant contre le risque issu des attaques de loups. Le président Larcher était présent lors d'une réunion avec les maires de l'Isère, où certains maires se sont exprimés de façon très forte sur leur inquiétude face à cette responsabilité. En effet, leur responsabilité étant mise en jeu en cas d'attaque sur le territoire de leur commune. C'est notamment ce qui s'est passé cet été sur une commune de l'Isère, un maire ayant pris la décision de fermer les sentiers de randonnée de sa commune à la suite de l'attaque
de riverains et de touristes par les chiens de garde rudement mis à l'épreuve par la présence du loup. Nous ne pouvons pas accepter que ces élus locaux, qui effectuent un travail des plus importants au sein de notre République, ne soient pas protégés face à l'afflux de ces prédateurs. Voilà donc l'objet des principaux amendements que j'ai souhaité déposer sur ce projet de loi. D'autres seront étudiés et j'espère que le texte qui sortira de notre hémicycle prendra en compte l'ensemble des problématiques qui n'étaient pas encore abordées en son sein. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite donc, comme vous, que ce texte renforce l'attractivité de nos territoires de montagne et soutienne leur population, afin de leur permettre de saisir l'ensemble des bénéfices qu'ils ont à vivre au sein de ces territoires si riches. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue.